le groupe Orpea, le groupe Corian, tous ces grands groupes qui sont très très riches, vont payer des lobbyistes qui vont aller voir les députés pour leur dire « mollo, mollo ». Parce que tout ce petit monde se tient. L'ancienne directrice de l'assistance publique, Mme Van der Berg, quand elle a quitté l'assistance publique, elle a été embauchée par le groupe Corian. Et elle avait fermé des lits de gériatrie à l'assistance publique qu'elle a ouvert au groupe Corian. Vous voyez, ça représente, ils appellent ça la silver economy, l'or gris, comme ils disent. Et une partie des bénéfices, c'est un pillage de notre pays, partent pour payer les fonds de pension américains, chinois, russes, italiens. Ça rigole pas. Paladin des causes dites perdues, champion des peuples sacrifiés, chevalier servant des malades, il est notre dernier chouan, notre ultime zouave pontificale. Captif qu'aucune prison ne se serait donné le mal d'enfermer, vengeur de 100 000 blessures et années d'incarcération morale. Il a toujours un rêve à la main, du flou dans la prunelle et de l'insolence au bord des lèvres. Mi-outlaw du Far West, mi-condottière de la Renaissance, il a passé sa vie à faire craquer le cadre trop étroit des règles et des frontières. Le courage fut son royaume, l'action sa compagne et la provocation son style. Arrogant comme un coq, orgueilleux comme un grand d'Espagne, disputailleur et querelleur comme un Irlandais, il est fastueux comme Porthos, impétueux comme D'Artagnan, noble comme Athos, subtil comme Aramis. Il a comme un goût de cendre dans la bouche, pas les cendres du passé, mais les cendres d'un incendie qui n'est pas encore allumé. On n'a pas envie alors d'être bien dans sa peau, ce mot exutoire des âmes exténuées. On veut l'extase si possible, l'aventure à tout le moins, l'ivresse dans la pire hypothèse. Alors quand le cœur s'est fait les griffes dans les salles des urgences, on brûle d'écrire le roman de sa vie sur le registre de l'histoire, avec une majuscule. Patrick Pelou, bonsoir. Vachement bien. Merci. Je ne sais pas de qui vous parlez, mais c'est bien. Qu'est-ce que vous pensez de cette enquête qui est parue, je crois, il y a 2 jours, sur les EHPAD, où l'auteur raconte notamment qu'on lui a proposé une somme d'argent... 15 millions. 15 millions. C'est vrai ça ou pas? Alors, non Ça me seulement paraît- on lui a proposé 15 millions, mais le groupe Orpea a infiltré la CGT parce que la CGT passait son temps à signaler des trucs. Donc, ils avaient réussi à infiltrer à un haut niveau de la CGT quelqu'un du groupe Orpea pour espionner la CGT. Il y a un procès qui est en cours et Orpea a fait une proposition à l'avocat de la CGT de 4 millions d'euros pour que la CGT retire sa plainte. Ah ouais. Non, c'est pas des... C'est du lourd. Ouais. C'est du lourd. Alors, ce qu'il faut dire à chaque fois, c'est qu'on ne vise pas les personnels, évidemment, parce qu'eux subissent l'oppression de l'argent. Ça représente, le groupe Orpea, c'est plus de 3 milliards de chiffres, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc, pour cet argent-là, ça mériterait qu'on considère les personnes âgées. Or, on ne les considère pas. Là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que je parie avec vous ce qui est en train de se passer. Là, évidemment, en campagne présidentielle, donc tout le monde fait l'éolienne avec les petits bras, comme ça. Ils disent « oulala, c'est un scandale, les personnes âgées. » Très bien. Donc, ils vont sans doute faire une commission d'enquête parlementaire. Et le groupe Orpea, le groupe Corian, tous ces grands groupes qui sont très, très riches, vont payer des lobbyistes qui vont aller voir les députés pour leur dire « mollo, mollo ». Parce que tout ce petit monde se tient. L'ancienne directrice de l'assistance publique, Mme Van der Berg, quand elle a quitté l'assistance publique, elle a été embauchée par le groupe Corian. Et elle avait fermé des lits de gériatrie à l'assistance publique qu'elle a ouvert au groupe Corian. Vous voyez, ça représente, ils appellent ça la silver economy, l'or gris, comme ils disent. Et une partie des bénéfices, c'est un pillage de notre pays, partent pour payer les fonds de pension américains, chinois, russes, italiens. Ça rigole pas. Parce que, alors pourquoi ils investissent tous? Parce que nous sommes un pays où ils disent, ils sont complètement fous les Français, ils ont la sécurité sociale. Et donc ils en profitent parce que, en fait, la sécurité sociale, l'État garantit votre retraite. Bon, alors vous allez me dire, il y a 2 choses. Un, il faut pour ça que nos retraites... on puisse travailler pour avoir une retraite, donc ça, c'est premièrement. Puis deuxièmement, en fait, ils sont en train d'assécher
les jeunes générations. Pourquoi ? Parce que mettre une personne âgée dans un EHPAD, c'est 5 à 6 000 euros par mois. Comme ils n'ont pas tous cet argent, vous savez ce qu'ils font ? Ils disent aux familles, bon, on le prend, on va faire un prêt. Donc ils se débrouillent pour faire des prêts à la consommation. Ils ruinent un peu plus la famille, puis ils disent, on va se servir sur l'héritage. Ce qui fait qu'en fait, vous êtes en train d'appauvrir les jeunes générations. Et donc, quand Pécresse dit je vais enlever les impôts sur les héritages, etc., mais c'est pas ça le truc. C'est qu'il faut d'abord que les familles aient l'héritage. Or, là, actuellement, le propriétaire du groupe Orpea, qui est un médecin français, hein, il est dans les 50 plus grandes fortunes de France. Et il y a un moment donné, c'est pas possible de continuer à avoir un système qui se gave de pognon pour exploiter les personnes âgées, avec ce que dit le journaliste dans son livre, et ce qui est vrai, parce que moi, c'est du quotidien. La vie en EHPAD, quand d'un coup, vous dites aux familles, c'est une EHPAD médicalisée, en fait, ce qui fait la médicalisation de l'EHPAD, c'est le SAMU, parce que le personnel est tout seul la nuit, il n'y a pas accès au dossier, ils appellent le SAMU, et qu'est-ce qu'on fait ? On envoie la personne âgée aux urgences. On a laissé la faute à Claude Évin, qui à la fin des années 90 avait lancé ces structurations. Ça n'avait pas voulu être fait par le public, parce que justement, il y avait déjà la culture des déficits. Donc il ne fallait pas réouvrir des lits, etc. Donc ils avaient dit, on confie ça au privé. Belle réussite. C'est une sorte de système à la Madoff, de cavalcade, presque. C'est presque de cavalcade, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de laminer le pays. De laminer le pays, et c'est dégueulasse, je vous le dis, parce que y a des journalistes qui ont dit, non mais les EHPAD, ils existent parce que les gens abandonnent leurs personnes âgées. Je vous jure que c'est faux, c'est un mensonge. Nous avons un peuple qui est solidaire. Alors bien sûr, vous allez me sortir les 2-3 histoires salaces, bien sûr, évidemment, comme dans tous les pays, mais je peux vous dire que nous avons un peuple qui est solidaire, qui est encore extrêmement familial, etc. Mais nous avons subi une dictature financière et de l'emploi, hein, quand dans les années 2000, Jacques Chirac avait dit, maintenant l'emploi, il faut aller le chercher où il est, il faut que les familles se recomposent, aillent ailleurs, etc. Oui, on a séparé les familles. Donc du coup, il y a encore une oppression sociale qui est difficile quand d'un coup, vous avez vos parents qui sont à 500 km pour les prendre en charge. Donc, il y a tout un système à reconcevoir, à revoir, et pour le payer, parce qu'évidemment, ça ne peut pas être que l'argent du travail qui paye tout ça, je suis désolé, quand vous voyez les fortunes qu'il y a en France et ceux qui gagnent un pognon de malade, faut les surtaxer, quoi. Ça c'est sûr, c'est la répartition. Quand vous savez que l'écart dans les années 60 entre l'ouvrier de chez Renault et le PDG de chez Renault, c'était 40 fois l'écart du salaire, c'est passé à 4000. Voyez, et j'ai pas l'impression d'être révolutionnaire et tout, c'est juste une répartition. C'est peut-être en fait ce que voulaient dire les Gilets jaunes, par exemple. Alors il y a aussi le fait que les hôpitaux n'ont pas un sou. Vous citez Cabu, qui disait « Il n'y a pas que le corps de ces patients qui souffre, c'est tout l'hôpital qui part en lambeaux sous les coups de griffe qui décide que la douleur doit être rentable. » Et vous expliquez que l'assistance publique a des restrictions budgétaires jamais atteintes. On a un des systèmes hospitaliers les meilleurs du monde, mais qui est en danger. Et vous dites, je ne suis pas pessimiste, je défends juste l'intérêt général. Alors, ça vous dit, si en 2005, est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, c'est encore pire ? Ouais, c'est pire parce que, alors il y a eu la crise du Covid. Alors, la crise du Covid, ils ont eu très peur. Alors, c'est qui ils ? Ils, ce sont des penseurs de casse du service public hospitalier, avec en tête de ligne la Fédération hospitalière de France, qui est payée par le contribuable. C'est-à-dire, c'est quand même extraordinaire, il y a une fédération des hôpitaux qui est absolument pas payée par ses adhérents, mais les adhérents, c'est l'État. Donc, c'est les hôpitaux qui payent ce truc-là, qui est un lobby monstrueux. Alors, c'est intéressant à comprendre. C'est-à-dire que Fédération hospitalière de France, c'est des directeurs qui font tourner le truc, et des penseurs, qui sont souvent, avec des lobbies très importants qui viennent, des lobbies libéraux, comme l'Institut Montaigne, etc., et tant d'autres, et qui veulent quoi ? Qui veulent
se faire du pognon le plus possible sur le dos des hôpitaux. Et une des mannes qui vient d'être dénoncée aujourd'hui dans le Canard enchaîné, c'est bien sûr les boîtes d'audit. Parce qu'en gros, ils ont tous un parcours pour gagner des thunes, mais grave. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont directeurs, il faut savoir qu'ils touchent des primes quand l'hôpital a des comptes qui sont dans le vert, des primes assez conséquentes, d'accord, bon. Et quand ils quittent un peu l'hôpital, parce qu'ils en ont un petit peu assez, ils partent dans des boîtes d'audit, et donc il y avait des centaines de millions d'euros avec des boîtes d'audit, qui sont en fait des copains. C'est-à-dire c'est des copains directeurs qui sont des copains. Nous, on n'est rien dans tout ça, hein. C'est des potes. Ce qui fait que là, quand il y a eu la crise du Covid, et le président de la République qui dit « quoi qu'il en coûte, la santé d'abord », ça a été mais le branle-bas de combat chez ces gens qui reconceptualisaient l'hôpital et confirmaient quand même un peu plus de 120 000 lits en l'espace de 20 ans en France. 120 000, d'accord ? Nous n'avons plus que 5 000 lits de réanimation. Qu'est-ce que ces 5 000 lits de réanimation ont fait ? Ils ont fait qu'on a paralysé le pays parce que les hôpitaux étaient surchargés. Erreur grave de politique, etc. Ils étaient comme ça. Parce qu'ils se sont dit, putain, ils vont remettre en cause toute notre politique. C'était comme ça, en mars 2020. Avril 2020, alors là, c'était l'Eldorado à l'hôpital. Il suffisait qu'on demande un respirateur. On pouvait demander ce qu'on voulait. Mais ils sortaient leur carte bleue, machin. On avait tout. C'était les heures supplémentaires payées. C'est formidable. Pendant ce temps-là, ils se sont réunis et ils ont dit, il ne faut absolument pas qu'on dise que ce qu'on a fait depuis 20 ans, c'est de la merde. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont empressés de dire ? C'est l'hôpital a tenu. Ce qui voulait dire, vous voyez, on avait raison. Et c'est ce qui fait que d'un coup, quand ils signent les accords du Ségur, c'est rien d'autre que de dire, on continue. Et c'est pour ça qu'en 2020-2021, ils ont continué à fermer des lits. Et c'est pour ça que quand la Société de réanimation de langue française dit il faut augmenter 2000 lits partout sur l'ensemble du territoire, y compris dom-tom, c'est pas rien, de réanimation, et passer la formation de seulement 74 réanimateurs médicaux par an, 74 à 150 pour faire face à tout ça, et bien évidemment, tout le monde a levé les bras au ciel en disant pas question, pas question, pas question. Et c'est là où il y a un combat politique, ce qui fait que ce que je disais en 2005, ça a continué à s'aggraver. Et la crise du Covid qui a vraiment mis un spot là-dessus, où tout le monde s'est aperçu du poids de l'hôpital, notamment pour la stabilité de la République, mais ils ont tout fait pour qu'on l'oublie. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que là, dans les équipes de campagne des candidats, vous avez que des lobbyistes qui se sont installés, qui viennent quasiment tous de la Fédération hospitalière de France. Donc ils se connaissent tous. C'est un jeu de dupes, puisque en fait, ceux qui quitteront le ministère de la Santé seront remplacés par leurs potes, et ils prendront, l'un et l'autre changera de siège. Vous voyez, c'est terrible. Alors, on va rentrer un peu dans le cœur des urgences, et notamment des agressions d'urgence, de la violence des urgences. Et vous racontez vous-même, vous avez eu une perte de connaissance, un trauma crânien par un type qui vous traitait de raciste. Vous avez été étranglé une fois par un détenu que vous voyez aux urgences. Ouais. Vous avez été une fois étranglé par une hystérique. Oui. Et vous citez quelques anecdotes, notamment en 95, une infirmière qui est prise en otage par un détenu qui avait des armes cachées dans les toilettes, malgré une dizaine de policiers armés. Et pire, en 98, un type qui arrache l'arme aux policiers, qui tire dans les urgences, qui court dans la panique générale, qui se réfugie derrière nos portes et qui a battu un policier. C'était au Kremlin-Bicêtre. Comment ça se passe, la violence dans les urgences ? Ça existe ? La première violence, elle est institutionnelle. Hein. Oui, la première violence, c'est parce que vous n'avez pas les moyens, donc d'un coup, les gens, ils attendent dans la salle d'attente et ils s'énervent. Et on peut comprendre qu'ils s'énervent. Je les excuse pas, mais on comprend. Il y a aussi qu'avant... C'est-à-dire que quand vous arrivez avec votre parent, votre ami qui est en sang, qui ne va pas bien, puis on vous dit, vous attendez et tout, vous allez tout péter, quoi. C'est la première violence. Après, ça n'excuse pas la violence. Il y a des violences dans certains quartiers avec du communautarisme, etc. Ça, c'est intimement lié. Et c'est extrêmement, extrêmement violent. Et puis là, par exemple, vous êtes un des soirs les plus violents, le vendredi soir et le samedi soir, parce que bien sûr, vous avez toutes les ébriétés. Et ça, c'est très violent, parce que l'homme boit. Oui. Oula.
On en a la preuve. Mais là, vous racontez, ce qui est terrible, c'est par exemple les violences par arme de guerre. Avant, au début, quand vous avez commencé, c'était extrêmement rare. Et aujourd'hui, les violences par arme de guerre, c'est devenu courant. Il y a de plus en plus d'armes en France et de plus en plus de blessures par arme. Ouais. Ça, c'est sidérant, ça. Elles sont arrivées avec la fin de l'Union soviétique, où en fait ils ont envoyé un maximum, et des kalachnikovs, il y en a partout. Et c'est ce qui a conduit les attentats. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le début de la vague des attentats, c'est 2012, avec les attentats à Toulouse, de l'école Ozaratora. C'est l'arrivée des armes de guerre en forme de terrorisme. Et après, vous avez bien sûr l'attentat de Charlie Hebdo, et puis surtout l'attentat du 13 novembre 2015, où là, c'est une boucherie sans nom, avec des armes de guerre et on le sait, par le procès, par des types qui se sont surentraînés à la guerre en Syrie. Bon, ça, maintenant, ça fait partie du truc. C'est-à-dire qu'on a reformé les équipes au niveau des SAMU à gérer les plaies par armes de guerre grâce au service de santé des armées. Parce que c'est eux qui connaissaient le mieux tout ça. Oui, je crois quand il y a des blessures par arme de guerre ou on perd 45% d'espérance de vie par quart d'heure. Oui, par quart d'heure. Ouais. À cause notamment du froid. Et ça a été évalué par les médecins américains. La stratégie qu'on a maintenant de ce qu'on appelle le damage control, c'est-à-dire empêcher l'hémorragie coûte que coûte, réchauffer le malade, le remplir un petit peu et passer un médicament pour empêcher de saigner, on aurait réussi à sauver à peu près 65% des GIs américains pendant le Vietnam. 65%. Et ce qui fait que on a... mais c'est vrai que cette violence, elle est très, très inquiétante. Très inquiétante. Et c'est un vrai combat sur la République, avec des quartiers qui sont aux mains des dealers, et ils se tirent, vous n'avez qu'à voir à Marseille, ils se tirent dessus, et c'est la guerre des gangs. C'est un autre sujet, mais c'est pour ça que je suis pour la légalisation et la dépénalisation. Oui. Ah oui, pour du cannabis. Ah oui, cannabis. Et je suis à fond pour légaliser, dépénaliser. Et ceux qui sont les farouches détracteurs de la dépénalisation et légalisation, ce sont les dealers, évidemment. Oui, bien sûr. On va leur piquer leur business. Mais comme on est l'un des pays où on fume le plus, il y a juste une responsabilité de légaliser, dépénaliser. Alors vous savez qu'aux États-Unis, là, pendant l'élection présidentielle, ils ont voté dans plein d'États la légalisation des pénalisations. Ça n'entraîne pas ça n'entraîne pas de surconsommation. Non. Et puis surtout, vous encadrez les choses. Mais en France, on est timide sur cette évolution. Une société qui accepte ces vices et qui les encadre, elle les a quasiment résolus. Voilà. Alors après, vous avez des chiffres qui traînent, qui sont entre 40 et 60 milliards d'euros qui seraient pris, vous imaginez, dans le budget de l'État sur ces trafics. C'est génial. Vous mettez un tiers à l'école, un tiers à la justice, police, un tiers à la santé, mais on résout une partie des problèmes. Alors vous racontez dans vos chroniques d'urgence, notamment un peu les monstres ordinaires, les monstres de tous les jours, les connards ordinaires, notamment ce type qui vient déposer soi-disant une vieille démente, qui arrive avec une vieille dame, une valise bourrée d'affaires sales et puantes, et qui dit « Gardez-la, on n'en veut plus ». C'est son fils. Et là, vous découvrez quelques jours après que l'appartement de la vieille dame est mis en location. Et c'est souvent des tuteurs. Voilà, c'est ça. C'est terrible, ça. Le curatel. Le curatel. C'est-à-dire que vous avez plein de curateurs qui, en fait, prennent la curatelle des personnes âgées et puis les envoient aux urgences, disent il ne peut pas rester à domicile, et puis vous apercevez qu'ils ont vendu l'appartement. Et... Non, il y a plein d'histoires comme ça. Et... Non, mais il y a aussi le type qui drague aux urgences. Alors, il y a une jeune femme qui a fait une overdose de médicaments, qui est sur son brancard, qui a fait une tentative de suicide, et il y a le mec qui arrive et qui veut la draguer. Mais bien sûr. Donc ça, c'est notre responsabilité de protéger les malades comme ça. Alors bon, en même temps,
Une histoire d'amour peut très bien commencer sur un brancard, je suis d'accord, mais bon, on n'en est pas sûr. Donc, faut quand même protéger Vous les gens. racontez l'histoire du type qui finit aux urgences parce qu'il a pris les sens interdits, parce qu'il a passé toute la nuit à attendre sa fiancée qui n'est jamais arrivée, qui arrive aux urgences, et là la fiancée a un problème au ventre et est à côté de lui. Ça, Oui, c'est oui, génial. oui. Oui, mais vous savez, c'est le carrefour des histoires. Hein. Mm. C'est des histoires, il y en avait tous les jours. Et puis, et c'est des histoires qui sont belles. Oui, Vous voyez, il n'y a pas besoin de vivre comme un prince à Monaco, etc. Les histoires belles, elles sont partout, à tous les coins de rue, tu voyais. belle ou tragique, il y a cette histoire de ce couple qui se rencontre, qui font l'amour, et le mec lui dit viens, on va aller sur le toit pour voir la vue. Ah là, Et ça c'est terrible. Et ils montent sur le toit, c'est ils font tout le l'amour temps, sur le ça. toit et C'est tout le temps, ça. ils tombent. C'est tout le temps, c'est des jeunes qui d'un coup prennent des bouteilles, ont compris comment ouvrir les trucs sur les toits. Comme les toits à Paris sont en zinc, ça glisse et c'est régulier. Hein. Mm. C'est régulier, ils tombent. Et alors ils meurent, évidemment. Ça, c'est terrible. Vous disiez qu'on meurt à partir du 4e étage. Ouais, alors des fois plus bas, si vous tombez sur la tête, mais en gros, on dit classiquement que 2, 3 étages, on peut être encore vivant. Au-delà du 3e, c'est rare qu'on s'en sorte. Ouais. Alors vous racontez en 2012 cette histoire de jeunes femmes asiatiques qui parlent pas français, qui sont escortées aux Ouais. urgences bizarrement par une femme qui parle parfaitement français, qui fait la traduction, La mère Macrel, ouais. et qui dit qu'elles ont fait une chute suite à un malaise, mais en fait c'est pas du tout suite à un Non. malaise. Quoi. Non, une plainte chinoise. c'était... c'est les ateliers clandestins qu'il y a dans le 11e. En fait, cette jeune femme était en fait enceinte. Et c'était terrible. Et on a eu du bol parce qu'on avait une interne chinoise qui parlait. Et donc, à un moment, elles étaient en tête à tête, où je comprenais rien. Et la nana a dit non, mais on est séquestrés. Donc on avait réussi à faire intervenir Papier la police. confisqué, Oui, travaille oui. 6 jours sur 7, jour et nuit. Oui. Il y en a même une qui avait un bébé Oui. et qui ne pouvait Ouais. voir son bébé que le dimanche. Ouais. Alors la mère Macrel s'occupe de tout. Quoi. Ouais, c'est tout du tout. Non, mais il se passe c'est pour ça, si vous voulez, il y a vraiment des gros sujets à aborder sur la société, hein, qui sont des sujets sur la violence, sur l'égalité, sur la bienveillance, etc. Mais c'est très beau, vos chroniques d'urgence, on est un peu une comédie humaine. C'est-à-dire qu'il y a Ah bah des ouais. choses drôles, il y a des choses macabres, il y a des choses monstrueuses. C'est une sorte de tableau de la société. Et alors, il y a les histoires de sexe aussi. Alors ça, vous dites, parfois on arrive aux urgences, il y a une très jolie dame qui, en fait, on découvre que c'est un homme. Oui, Et- bah ça c'est souvent. Voilà, souvent. Mais c'est charmant, hein, c'est charmant. Et il y a les gens qui s'introduisent des choses en eux. Ah bah ça c'est tout le temps. Alors ça, c'est des bougies, des Oui. fruits et légumes, des bouteilles de Pourrier, un Rubik's Cube, Oui. une boule de verre qui fait de la neige. Oui. Et alors pourquoi ils disent j'ai glissé, j'ai pas compris ça. Ah bah parce que les gens ils vont pas vous dire je me suis enfoncé un concombre, voyez. Ils sont J'ai très- glissé ils sont sur un très concombre. pudiques, donc ils disent j'ai glissé. Voilà. Donc faut être très respectueux. Faut dire ah bon, vous avez glissé, très bien. Mais c'est tout le temps ça, oui. Il y a les mecs qui doublent parce qu'on donne des traitements contre l'impuissance. Ouais. Et il y a des mecs qui prennent 15 fois le traitement. Ouais, pour- alors voilà, alors là maintenant il y a le Viagra, donc ça c'est un peu plus encadré en fait, parce que voilà. Mais à l'époque on mettait un produit dans le corps caverneux, on l'injectait et donc c'était quelques unités. Et évidemment l'homme, vous connaissez l'homme, donc au lieu de mettre quelques unités, il mettait le flacon. Et donc d'un coup, ça entraînait des nécroses du pénis quand même. Ah oui, c'est terrible. Ouais. Et vous dites d'ailleurs, la grandeur des professions médicales est de descendre là où les convenances sociales, morales ou religieuses dressent leurs barrières de tabous et d'interdits. Et vous racontez cette histoire d'un couple rencontré sur le net où la nana dit au mec, bon bah, mets-toi un vibromasseur dans l'anus. Ah oui, ça Sauf c'est- que l'anus, ça aspire. Oui, Voilà, on ne sait pas. c'est pas une cavité. Ouais. Et donc le truc est parti comme un sous-marin. Et opération de plusieurs heures, anus artificiel. Ah bah oui, bien sûr, parce que là, il faut ouvrir, d'accord, c'est une opération, après vous mettez ce qu'on appelle une stomie, vous attendez que ça cicatrise, etc. Ah non, c'est 6 mois pour récupérer l'objet. Et il y a les mecs qui mettent des garrots
ce qu'on appelle un nanopénien. Oui, oui, oui. Et alors quand le bout du sexe, qui avec le sang bloqué, qui Devient fait une du charbon. nécrose, et il devient charbon. Ouais. Ouais, ça devient un petit Et là, peu de on coupe charbon. Ah bah oui, c'est nécrosé. Oui. Ah ouais. Pas de faire- On essaye de les récupérer, c'est les urologues qui essayent de les récupérer, mais ça marche pas forcément. Et alors, on va finir sur ces anecdotes d'urgence. Cette histoire d'échangisme macabre, ça c'est très drôle. C'est 2 dames âgées qui meurent en même temps. Ouais, Ah, ça c'est extraordinaire. ouais, ouais. Mais ça, c'est les hasards de la vie. C'était 2 sœurs, en fait. Elles ont toujours vécu ensemble. Mhm. Et elles sont allées à l'enterrement. Il y en a une qui meurt, elle va à l'enterrement, et nous, on intervient, parce que la sœur est morte en revenant d'enterrement de sa sœur. Mais ça, c'est des choses... Ah, c'est pas l'histoire des deux cercueils qui ont été intervertis? Ah, alors ça, Ah, c'est moi, j'ai autre dit ça. chose. Ah oui, non, ça c'est une autre affaire. C'était 2 personnes qui avaient le même nom, qui étaient de confessions religieuses différentes. On avait une qui était israélite, une qui était catholique. Et elles sont mortes le même soir et ils ont interverti les 2 corps. Alors ça fait toute une histoire. Parce Parce qu'ils l'ont qu'évidemment, cramé, il y en a hein. une qui a été incinérée. Alors le bazar. Oh mon Dieu. Oh là 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 là. Et alors, vous dites que les mecs aux urgences se racontent aussi les décès insolites. Vous avez fait une chronique très drôle sur ça. Oui. Alors, il y a le pêcheur qui lance un bâton de dynamite allumé sur un lac gelé avec le chien qui lui rapporte. Oui. Il y a le rêveur qui vole avec un cap de Superman qui saute du 3e étage Oui, de Tour oui, Eiffel oui, avec oui. sa cape de Superman. Oui. Il y a l'Américain qui a équipé sa voiture d'un réacteur d'avion et dont la voiture s'est Alors écrasée. voilà, alors c'était les awards de la bêtise. Et ça, c'était génial parce que j'étais tombé sur le bouquin et donc j'avais fait une digression par rapport à ce qu'on avait vu un peu sur Paris et en France. Et l'histoire du réacteur était géniale. Quoi, parce que- 800 km. Ouais, parce que les mecs, en fait, ils étaient allés piquer une fusée d'appoint de décollage des avions à réaction sur les porte-avions. Parce que pour faire décoller, ils ont une fusée d'appoint qui met l'avion comme ça, tu vois. Et les mecs avaient piqué ça dans un arsenal aux États-Unis. Et ils avaient équipé leur... alors ils avaient... Et on sait tout parce que les mecs avaient mis une caméra pour filmer. Et donc ils avaient leur voiture. Ils avaient mis la fusée d'appoint. Et ils montent dans la voiture. Et ils allument. Et donc tu vois le truc. Tu vois le truc. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'en fait c'est un policier des patrouilles des highways qui est arrivé, qui a vu un cratère au milieu de la route. Un cratère. Il a vu une caméra qui tournait, et donc il n'a pas compris, puis il a regardé, et puis il a vu le truc, et puis il a regardé au loin, et il y avait un petit trou marron, noir, dans la falaise plus loin. C'était les mecs qui s'étaient... mais morts, évidemment. On parle avec une fusée à 800 km/h. Alors, vous racontez des histoires en France, notamment la fille asthmatique à qui le patron a dit qu'elle devait classer des vieux papiers et qui meurt d'une crise Et qui est d'asthme. mort du Christ. Ouais, ça c'était atroce. Vous l'avez vu ça? Ah oui, j'y Ah étais. ouais. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ah, parce que les histoires en France, c'est celles que vous avez vues? Ah ouais. c'est Alors, bon, bon, on va les faire. Ouais. Il y a l'homme qui essaye un fusil sous-marin dans sa piscine et le harpon lui Oui. rentre dans la tête. Ouais. C'était son cadeau d'anniversaire et le type il a tiré dans sa piscine et le harpon a fait le tour. L'homme qui a trop bu à un mariage, il fait une série de roues arrière avec sa moto et il s'empale sur la lame de Don Quichotte Ouais. à un rond-point. Ouais, c'est ça. Alors ça c'était pas moi, c'était un collègue du côté de La Rochelle. Ouais. Et il y a les mecs qui s'enferment dans des cercueils aussi. Oui. Et il meurt. Il manque d'air. Parce qu'ils Ouais. ils s'oublient. Oui, il s'oublie. Oui. Il y a le mec qui a fait un plat tombé et transformé en couteau qui se plante dans l'artère d'une femme médecin lors d'une merguez partie. Ouais, c'était un plat en grès, en fait. Et le type amenait son plat, il a glissé, le plat en grès s'est cassé. Et le grès, en fait, vous savez, quand ça se casse, ça fait des lames comme ça. Et le truc est rentré juste dans la carotide, en fait. Et alors ça, on va finir ça. L'enfant qui se blesse au cou avec une aiguille à tricoter. Le père qui est de bonne volonté qui dit bah, il comprime la blessure pour pas que ça saigne et du coup il étrangle l'enfant. Oui. C'est affreux, ça. C'est affreux ça. C'est terrible. C'est terrible. Terrible. Alors maintenant on va parler un peu de Charlie. Et dans une dernière voix, je vais vous remonter sur les origines de Charlie, notamment Harakiri. Oui, Harakiri a été l'origine de mai 68. Oh oui, certainement. Mm. C'était Cavada qui disait ça. Et je pense que ça a conduit avec le début
enfin, la vague du féminisme part en 1945 avec le droit de vote, qui était un sacré combat des femmes et qu'elles gagnent en 1945. Et c'est la suite logique avec la libération de la sexualité, avec le rock'n'roll qui arrive, tout ça. Et Harakiri, Kavanagh et Choron avaient eu ce nez fin, mais c'était une époque, j'en avais parlé beaucoup avec Kavanagh, c'était vraiment culturel. C'était vraiment culturel. Ils se fondaient la gueule. Personne peut aujourd'hui faire Harakiri. Je veux dire, oui, alors, les nanas à poil, les trucs, mais ils se foutaient de la gueule. C'était beaucoup plus trash que le Charlie Hebdo qui est après. C'était beaucoup plus. Aujourd'hui, ça serait pas possible. Vous le regrettez que ça soit pas possible? Ah ouais, parce que c'était une influence culturelle qui était vraiment très riche, hein, et ça allait avec ce qu'on voyait, ou les démonstrations qui étaient faites, que ce soit Andy Warhol, que ce soit tant d'autres de l'art contemporain et de tout ce qui était fait. C'était dans la droite ligne probablement des dadaïstes, et c'était passionnant. Et quand j'en parlais avec eux, je crois qu'ils ont vécu ce qui s'appelait vraiment la liberté, quoi. Mais là, il y avait aussi, ils s'étaient tous disputés parce qu'il y avait Choron qui avait fait fait tout le temps. Non, mais il faut arrêter de mentir. Ils se disputaient tout le temps. Tout le temps. Moi, j'ai quitté Charlie Hebdo parce qu'on s'est disputé. On se disputait tout le temps. Ça se disputait tout le temps. Ce qui est le propre des artistes. De toute façon, quand vous reprenez les écrits, moi j'ai travaillé sur Van Gogh. Même les impressionnistes s'engueulaient tout le temps. C'était le propre, mais c'était encadré, et puis ça, ils savaient, mais et puis ils avaient testé, tu vois, ils avaient fait plein de journaux, La Gueule Ouverte, etc., des tas de trucs comme ça, mais c'était pétillant, puis ils faisaient des textes, et puis quand arrive mai 68, ils sont... c'est rayonnant, quoi. C'est rayonnant. Alors vous dites que l'humour de Charlie était poétique, caustique, anarcho-libertaire, libertin, empathique. Et vous racontez votre rencontre avec Sharp, c'était pas un Mano Solo que vous l'avez connu? Ouais, parce qu'en fait, c'était brisé lui. Oui, c'était un ami aussi. Fils de Cabu. Fils de Cabu. Du sida, très jeune. Qui était un type extraordinaire. Mano, c'était... Écouter ses chansons, parce que ses chansons sont... Et puis c'était un écorché vif. Et je l'avais aidé à la fin de sa vie pour le soigner, le prendre en charge, ce qui était très très difficile. Oh la vache, le chieur que c'était. Ah ouais, pourquoi? Il voulait pas se faire soigner. Il fallait le soigner, mais il fallait faire ce qu'il voulait. Et donc il avait un problème d'infarctus. Et il ne voulait pas... il voulait être hospitalisé, mais il voulait pouvoir fumer dans sa chambre. Mon Dieu, la négociation avec le personnel. Au secours. Oh là 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 là. Et on avait réussi. Après, il avait eu un quintuple pontage. Et juste avant l'opération, le chirurgien lui dit on va vous ouvrir, vous aurez une petite cicatrice. Il a dit je veux pas de cicatrice, on ne m'opère pas. Oh là, le bazar. Tout le monde m'a appelé au secours. Donc, d'un coup, tu négocies au téléphone avec Mano. Mais après, il s'en était sorti. Et c'était un super type. Et il a eu ces derniers instants étaient bien. Et c'est vrai, en fait, il y avait eu en 2002, c'est comme ça que je rencontre Charb. En 2002, après le deuxième tour Le Pen-Chirac, les Têtes Raides montent un collectif de musiciens avec tous ceux de l'époque qui commençaient à débuter, Benabar, M, ils étaient tous là, Noir Désir, tout ça, tout le monde était là. Et c'était un truc, une espèce de meeting, nos logos, nos politiques, c'est-à-dire en fait, tout le monde venait parler de la crise sociale qui était énorme.
Et en fait, les Têtes Raides avaient demandé au dessinateur de Charlie de venir. Il dessinait. C'est comme ça que je rencontre Charb. Ça a été un espèce de coup de foudre. Et il y a, en Voilà. 2008, vous faisiez les chansons pas mal. Par exemple, à l'apéro, vous vous retrouvez dans une brasserie, vous proposez de faire un disque qui s'appelle Christmas dans ton as. Oui. C'était quoi ça? Ah, ça, c'est bien. Mais c'est- Ça, c'est bien parce que, en fait, j'en avais ras le cul des chansons de Noël. Et on picolait bien avec Charb et on riait toujours. Et puis un soir, je lui dis, mais putain, mais c'est Charlie Hebdo, quoi. On fait un disque de Noël. Il me dit, comment tu veux faire un disque de Noël et tout. On était au mois d'octobre. Je lui dis, bah, on prend des musiciens. Donc j'ai pris des potes qui sont des musiciens de rue, Mhm. irlandais et tout. On a monté un pseudo studio, un peu comme ici, un espèce de truc improbable à Charlie. Et on a fait chanter tout le monde. Et on a dit à tout le monde, chacun, on a dit, C'est faites Bernard une Maris chanson. qui a fait un chant de messe au CAC 40. CAC 40. Voilà, Ouais, ouais. Et Wolinski qui a Ouais. chanté seul Cul des Cubaines. Ouais. C'était génial parce que Georges, c'est le plus grand sexologue de France. Plus grand sexologue. Il a fait un bouquin, vous le lisez, vous comprenez toute la sexologie de la société française. Et je lui ai dit, bah, Georges, tout le monde fait une chanson. C'est sur ce disque que Cabu chante pour la seule fois de sa vie avec son fils, La Java du Diable. Et c'était fabuleux. Et Georges me dit, je vais chanter le cul des cubaines. Donc le texte n'avait absolument aucun intérêt. Mais le refrain, c'était « Ah, mais il y a le cul des cubaines !» Et j'avais mes potes qui étaient musiciens, qui avaient fait toute la musique et tout, qui avaient fait une espèce de bossa nova derrière. Ça avait été... Et ça avait eu du succès. Hein. On avait eu un petit bout de succès. On avait beaucoup ri. Hein. C'était génial. C'était la liberté. Ce disque était... il n'existe plus maintenant. Hein. Mais et puis comme j'ai plus aucun lien avec Charlie Hebdo, je ne sais pas ce que ça deviendra, mais c'était un super souvenir. Et là, on va revenir sur l'amitié avec Charles, et notamment ce poème qui vous résume assez bien. On ne quitte pas son ami comme un soulier dont la semelle Desnos. prend la boue et la pluie. Ah, c'est Desnos. Voilà, C'est- Desnos. Oui, moi je suis fan de Desnos. Et c'est ça. Et en fait, moi je quitte pas mes amis morts. Je les quitte pas. Ils sont avec moi, en fait. Et je vais plus aux commémorations officielles. Ça me fait chier. Et puis, c'est... Donc je vais sur leur tombe, en fait, le jour du 7 janvier. Et je bois du champagne avec eux. Voilà. Et vous racontiez qu'avec Charles, vous vouliez monter une pièce de théâtre. Oui, oui. Parce qu'une compagnie de théâtre avait mis en scène ces textes marrants. Voilà. Vous aviez défendu Jean-Michel Ribes au théâtre du Rond-Point comme il était Oui, par les ateliers il avait, Scato, oui, bien sûr. qui disait on ne nous empêche pas de croire, ne nous empêchez pas de penser. Ouais, c'est Jean-Michel Ribes qui a fait cette phrase qui est magnifique. Et vous vouliez monter quoi avec Charles comme pièce? Oh, c'était une pièce sur la destruction, en fait. C'était sur le rythme et la destruction d'un journal, en fait. Voilà. Bon, ça fait partie de tout ce qu'on voulait faire et qu'on ne fera jamais. Et là, vous racontez au dîner, dans les dîners en ville, Charles dessinait sur la peau des convives. Il a notamment dessiné un sexe énorme sur une épaule d'une jeune fille, qui après un accident de voiture, il s'est retrouvé aux urgences. Alors, il s'est retrouvé aux urgences avec sa bite énorme. Accident de scooter, on avait énormément picolé. Et elle n'avait pas voulu prendre de taxi, elle avait pris son scooter, elle s'était endormie sur le scooter. Et en fait, elle avait atterri aux urgences avec. Et Charb, à chaque fois, il avait des fautes. Donc, il dessinait sur tout le monde, sur la peau comme ça. Des énormes bites, des trucs, des personnages et tout. C'était très, très drôle. Il y a cette histoire que vous racontez aussi, quand vous allez à Brive et que Dave vous raccompagne avec Cabu. Alors, le chanteur Dave, ça c'était génial. C'est formidable ça. On était allé au festival du Brive-la-Gaillarde et puis j'étais remonté avec Dave et Cabu et Dave avait été super parce Cabu, on était arrivé, le train avait eu un retard, mais je crois qu'on était arrivé à 1h du matin, un truc comme ça. Et Dave avait ramené Cabu chez lui
Et Dave avait dit à Cabu, en tout bien, tout honneur. Il avait accent chinois. Ouais, c'est très drôle. Et alors, il y a aussi cette fois où vous discutiez avec le correcteur orthographique Mustapha. Ah, qui Et était il y a génial. Cavana qui passe et qui dit: le point-virgule est un centriste. On ne sait jamais ce qu'il veut. Il commence à nous faire chier, le point-virgule. C'est ça. Mais Cavana, c'est un génie. C'était un génie. Et Mustapha Ourad était correcteur au journal. Il a été tué pendant l'attentat. Et c'était... moi, j'ai toujours eu une espèce de dyslexie, voilà, chiante, que je supporte pas. Et donc, à chaque fois, on pinaillait sur la concordance des temps. Quand on fait un texte, il faut la concordance des temps, il faut après l'orthographe, il faut après les accords, et c'est très difficile, et puis les mots, etc. Donc, il y avait souvent des discussions qui étaient passionnées entre eux. Il y avait Luce Lapin, qui est toujours au journal, et qui faisait ses chroniques animalières, et Luce Lapin était aussi correctrice, mais d'un niveau d'orthographe, mais c'est passionnant en fait l'orthographe. C'est un truc, c'est génialissime quoi. Et alors, après, en 2011, il y a eu l'attentat, le premier attentat contre Charlie Hebdo. Ouais, vous vous retrouvez avec Chab dans les locaux, encore fumant après l'attentat. Et Chab, c'est quoi cette idée de créer 2 journaux, un Charlie responsable et un Charlie irresponsable? Alors on a eu cette idée parce qu'on est parti en week-end en Corse, dans des bungalows, et on réfléchissait, et en fait tout le monde disait que le journal était irresponsable de faire des caricatures, etc. Tout ça, c'était le grand truc, c'est de dire, mais il n'y a pas à être, il faut faire des caricatures du prophète, il faut faire des caricatures, bon, même là, si à chaque fois vous avez des gens qui veulent nous tuer, il faut les faire, il faut combattre l'intégrisme religieux sous toutes ses formes. Et ça avait été, on avait dit, bon ben voilà, ils veulent un journal responsable, donc on avait dit on fait un journal responsable, donc on n'avait rien mis dedans, et puis on avait fait un journal irresponsable à côté. Alors, 3 mois avant l'attentat, vous êtes reçu à l'Élysée pour la survie du journal. Et d'ailleurs, Hollande a toujours regardé dans son bureau la photo de cette réunion. Mais ça veut dire que 3 mois avant l'attentat, Charlie Hebdo était menacé, enfin... Le dernier pas l'avant-dernier pas que j'ai fait avec Charb et Luz, en fait c'était fini. Il n'y avait plus du tout d'argent. Enfin là, il n'y avait plus rien, quoi. C'était tout. Et c'était ça qui a été ambigu, c'est que d'un coup, avec la mort de tous mes amis, on a vu arriver des dizaines de millions comme ça, qui sont arrivés comme ça. Et c'était très très curieux, quoi. T'allais à l'enterrement de tout le monde en ayant des millions d'euros, de dollars qui arrivaient, et qui a fait que le journal est devenu le journal le plus riche de France. 7 janvier 2015, réunion au siège de la Fédération des pompiers de Paris. Vous pouvez pas être à la réunion hebdomadaire de la réunion du journal. Non, parce qu'on avait fait une grève, et j'avais exigé qu'on tente de résoudre la guerre sans fin entre les pompiers et les SAMU, qui est encore d'actualité et terrible. Et donc il y avait ça, donc j'étais pas à la réunion de rédaction. Et en fait ils m'ont appelé alors que j'étais à cette réunion, et pour venir leur porter secours, ce que j'ai fait, mais c'était trop tard pour la plupart d'entre eux. Alors comment ça s'appelle? Le graphiste, je crois que c'est le graphiste qui vous appelle, Ouais. qui vous dit, et vous là vous comprenez à savoir que c'est quelque chose de grave. Qu'est-ce qu'il vous dit, le graphiste? Il m'a dit, viens, on a été attaqué, et il y en a qui sont par terre et qui sont morts. Voilà. Et en fait, ça collait pas. En fait, j'ai répondu parce que Jean-Luc m'appelait très rarement. Et là, il n'y avait pas de raison. En fait, moi, ce que j'appréhendais, comme il y avait Volinsky, Cabu, qui étaient tous un petit peu âgés, Honoré et tout, je me disais toujours, oh là là, il ne faudrait pas qu'il y en ait un qui fasse un malaise. Donc en fait, j'étais à chaque fois, il m'appelait quand il y avait un truc, quoi. Donc voilà.
Vous arrivez, il y a une scène apocalyptique. Vous dites, plus je montais les escaliers, plus il y avait du sang. Ça vous l'a dit au procès, je crois. Mhm. Vous dites, je suis entré, il y avait de la fumée, une odeur de poudre, plein d'étuis de balles par terre. C'est quoi la première image que vous avez quand vous arrivez, hein? C'est assez confus parce qu'il n'y en a pas qu'une. En fait, vous êtes dans l'immédiateté d'un carnage. Donc, c'est cette espèce de temps qui s'est arrêté. Et puis, vous sentez une espèce, pour reprendre la phrase de Mitterrand sur les forces de l'esprit, il y a une espèce d'énergie oppressante. C'était très dur, mais d'un coup, j'ai vraiment... j'ai été totalement dissocié, ce qui fait que j'ai pas vu, je me suis pas laissé emporter par la douleur et la sidération immédiate. Parce que j'ai porté secours, donc j'ai vraiment cassé mon cerveau. Mais vous dites à ce moment-là, il y a une sorte de désespérance parce que votre métier c'était de sauver les gens et vous étiez totalement incapable de sauver. Vous étiez bloqué, quoi. Ah bah ça c'est ma culpabilité d'aujourd'hui, mais c'était impossible c'était impossible. Ils les ont truffés de balles à bout portant. Hein. C'est de Kalachnikov, hein, et c'était voulu. Le principe qu'ils ont, c'est de faire un carnage, de terroriser le plus possible, c'est ce qui s'est reproduit le 13 novembre, et après d'aller à l'affrontement avec les forces de l'ordre. C'est pour ça qu'ils sont partis se réfugier dans une imprimerie à Dammartin, et qu'ils attendaient et qu'ils sont sortis pour affronter l'espèce de duel totalement délirant, et où les policiers les ont tout de suite abattus, parce que de toute façon, on ne peut rien faire d'autre que de les abattre. Et est-ce qu'on disait que les djihadistes étaient sous Captagon? C'est faux. C'est faux? C'est faux. C'est archi faux. Alors, ouais. Ça, c'est pour se donner bonne conscience en disant ils n'étaient pas responsables, ils étaient sous drogue. Non, absolument pas. Absolument pas. Non. Et alors, ce qui se passe, c'est quand vous essayer de vous appeler Samu, vous dites c'est Patrick, tu m'envoies tout le monde à Charlie Hebdo, il y a au moins 5 arrêts, des polytraumatiques, c'est un carnage. Et là, vous appelez le standard de l'Élysée. Oui. Ouais. Parce que pour moi, on attaquait la France. C'était terrible. Et je pense que ça, c'était nécessaire parce que justement, et j'ai prévenu le président de la République, j'ai appelé le standard, j'avais pas le numéro de portable, pour dire, pour moi, on attaquait la France. Le symbole d'attaquer la presse libre, d'attaquer, de tuer des journalistes, de tuer la liberté d'expression, c'était une attaque de la France. C'est l'attaque de nos valeurs, qui sont des valeurs républicaines et laïques. Et c'est là où c'était vraiment une attaque qui était préparée. Alors, c'est pour ça, Al-Qaïda, qui a commandité cet attentat, avait tout préparé. Parce qu'on n'a jamais... pendant le procès, en fait, ils ont tout fouillé. Ils n'ont rien retrouvé. C'était super méticuleux, bien préparé, etc. Et alors qu'à côté de ça, l'attentat d'Hypercacher qui était par Daesh, c'était, ils ont trouvé plein d'armes, plein d'indices, etc., plein de choses. Et ça prouve, si vous voulez, que la structuration des attentats est un mode de guerre et que c'est pas fini. C'est pas fini, parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que Daesh est en train de se reconstituer en Syrie, qu'ils veulent leur revanche, que vous avez une coalition avec l'Afghanistan qui va, à mon avis, se faire doucement mais sûrement. Et ça veut dire que dans les années futures, on risque de revoir à nouveau des attentats. Évidemment, de toute façon, il y en a tout le temps. Hein. Le prêtre qui a été décapité à l'automne, c'est encore ça. Et puis évidemment, il y a 1 an et demi, la décapitation de Samuel Paty, qui était quelque chose encore d'islamiste et de cette empreinte terroriste. Elle est présente. On dit Patrick a un point commun, Philippe Val dit ça, avec Victor Hugo. Il croit en l'humanité. Et il dit les livres de Patrick Pelloux, c'est tonique. On a presque envie de se casser quelque chose pour aller le voir. Ouais. C'est Cabu aussi qui avait dit ça. Ouais. Bah là, vous parlez d'une époque qui hélas, s'est arrêtée avec l'attentat de Charlie Hebdo. Mais c'était ça. C'était drôle
quand il m'avait demandé d'écrire les chroniques, moi, ça me paraissait surréaliste. Et en fait, c'est vrai. À l'époque, Charb m'avait dit, mais écris-les comme un journal. Donc, c'est un exercice en fait, qui est très compliqué d'écrire chaque semaine, mais c'est un rendez-vous qui devient une habitude, presque une drogue en fait. Et voilà, et c'était formidable. Et alors Sharp disait d'ailleurs, Patrick est un distillateur de temps, chaque minute, chaque seconde, et savourait par lui avec la gourmandise d'un onologue. Il s'émerveille qu'on puisse faire rentrer autant de choses dans une journée de la taille d'un bagage cabine d'Air France. Si la vie était une sucette, il boufferait aussi le bâton. Il racontait comment vous arriviez le matin, après 24 heures de garde, à Charlie Hebdo, vous amenez des croissants, et vous leur dites, je ne sais pas sur quoi faire ma chronique, et là vous leur parlez de 1 milliard de choses, et il y a 1 milliard de chroniques. C'était ça. Ouais. C'était ça. J'avais jamais d'idée, je trouvais que tout était fade. Et en fait, ils ouvraient des yeux, ils disaient non mais c'est ça qu'il faut raconter et tout. Et c'était un soutien. Et Charb était à chaque fois à me titiller pour justement ce qu'il préférait, c'était les chroniques qui étaient avec une intrication médico-psychosociale. Parce que la médecine ne peut pas tout. La médecine ne peut pas tout. C'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez une femme qui est maltraitée chez elle, violentée, bon, on peut soigner ses coups, on peut aider et l'aider psychologiquement, mais si on ne l'aide pas socialement, en lui trouvant un nouvel appartement et en la sortant de l'emprise de son bourreau, vous ne pouvez rien. C'est la même chose quand les hôpitaux quittent leur fonction d'aide, d'hospice, pour devenir que du soin et qui se disent bon ben voilà, ça y est, on a donné le traitement, il n'y a plus besoin que la personne reste à l'hôpital, on la renvoie chez elle. Oui, mais c'est pas aussi simple parce que tout le monde ne vit pas dans un 200 mètres carrés avec 5 aides à domicile. Donc renvoyer chez elle une personne âgée avec une botte plâtrée dans un 6e étage sans ascenseur, c'est pas possible. Donc c'était tout ça qui les intéressait et c'était vraiment drôle. Et là, pourquoi Josiane Balasco dit Pelou, c'est un type qui ne débarque jamais seul. Je ne débarque jamais seul. Non, ça c'est vrai, c'est parce que je suis très convivial, j'aime les amis, je suis toujours... je suis très épicurien, en fait. J'aime que les choses bougent, j'aime que les choses pétillent, j'aime pas les petites choses, en fait, ça me fait chier. Mais pourtant, d'après Gérard Mordia, vous êtes héritier du mouvement objectiviste, c'est-à-dire dans une idée de décrire les choses au plus près, presque comme un entomologiste. Mais ça, c'est le sens du mot. Je me suis déjà cassé la tête des heures entières pour trouver le bon mot à une bonne phrase. D'ailleurs, j'ai pris l'habitude, quand je ne le trouve pas, c'est que la phrase est mauvaise. Donc, j'enlève et je recommence. Mais non, mais c'est un truc, la description, même si c'est plus le style de la littérature d'aujourd'hui, mais je suis admiratif des descriptions qui étaient faites par Zola et Balzac, où ils étaient capables de faire 10 pages sur la description d'une salle à manger. Aujourd'hui, c'est l'immédiateté de Twitter, c'est consternant, mais nous avons une langue absolument extraordinaire. Là où je suis consterné, c'est que en fait, l'anglais prend de plus en plus part dans le vocabulaire, tout ça, et vous avez même des ministres qui parlent avec des anglicismes, alors que nous avons une richesse et un vocabulaire absolument incroyable. Et on semble piétiner. Et puis, alors, ceux que je préfère, ceux que je déteste, c'est ceux du fric et du CAC 40 et tout ça, qui vantent les mérites systématiquement des Américains, qui est le peuple le plus naze qui existe, parce que c'est quand même le peuple avec la plus grande pauvreté, les plus grands écarts, avec
avec une violence absolument insensée. Mais c'est toujours le truc qui fait que... Alors que la première langue, ça serait cohérent s'il y avait une volonté de conquérir le monde par la langue, ça serait que le français se rapproche de l'espagnol, puisque c'est la première langue parlée au monde. Bon. Alors, ado, vous adoriez la musique, je crois que vous faisiez de l'accordéon. Très mal. Très mal. Et un événement tragique change votre destin, c'est votre neveu est écrasé par un tracteur dans les Hautes-Alpes. Et là, vous hésitiez à devenir musicien et docteur, et finalement, c'est la volonté d'être docteur qui a pris le dessus. Bon, c'était mieux pour la musique. Oui, par respect sincèrement, pour nos oreilles. Par respect pour vos oreilles. Voilà. Non. Je continue à jouer, mais pour moi, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont devenus musiciens, et c'était un point commun avec Luz à Charlie Hebdo, qui est passionné de musique. On adorait parler de musique et tout ça, mais la musique fait... Tout ce que j'écris toujours avec mais de la littérature, musique. c'est de la musique. La littérature est de la musique. Oui. De toute façon, c'est bien ce que vous dites. Parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'un texte doit sonner. S'il ne sonne pas, vous vous emmerdez. Il faut que ça sonne. C'est pour ça, c'était un combat avec les éditeurs quand je fais des bouquins, parce que des fois, je mets un mot, je mets un point, un mot, hop, ça veut rien, il n'y a pas de... Et d'un coup, il y avait des correcteurs qui disaient, non, mais il n'y a pas de phrase. Je dis, non, mais juste un mot, c'était ça le truc. Alors, en 95, vous faites votre thèse sur les pluies verglaçantes de 93 et ses conséquences, et vous dites, à ce moment-là, on veut qu'aujourd'hui tout soit plat, tout soit nivelé, tout soit homogène, tout soit prévisible, on ne veut pas la chaleur de l'été, on ne veut pas le froid de l'hiver, et finalement, on veut une sorte de monde hors sol, et vous dites, chaque variation climatique prend notre système de santé en défaut. Ouais, c'était 8 ans avant la canicule. C'était la théorie de Montesquieu, la théorie des climats. Ça date pas d'aujourd'hui, où ça conditionne beaucoup les choses. Et quand vous regardez l'architecture, quand vous regardez l'évolution du monde, je vous recommande d'ailleurs une exposition qui a lieu à l'Institut du monde arabe actuellement sur les musulmans et les juifs. C'est passionnant de voir comment, en fait, à travers cette exposition, en fonction des climats, l'architecture, tout ça, l'homme a su apprivoiser tout ça. Or, en effet, nous avons une société qui veut que tout soit nivelé, c'est-à-dire en fait le tout climatisation, que tout soit plat, que tout soit... Alors que vous êtes fait pour vous acclimater d'un point de vue physique. Et c'est sain d'avoir du froid, d'avoir du chaud, d'avoir des variations de température pour votre être. C'est exactement la même chose que vous savez, cette espèce de facilité de toujours regarder Waze, Google Maps, voyez, ce qui fait que vous êtes en train, sans le savoir, de perdre le sens dans l'orientation. C'est dramatique, parce que ça, on a mis des millénaires à l'acquérir et on est en train de le perdre. Comme là, on est en train de perdre l'écriture, parce qu'on tape sans arrêt sur des ordinateurs, et écrire est on a mis des millénaires aussi pour écrire. Il faut juste savoir que votre cerveau, quand vous écrivez, il se met en branle, parce que c'est insensé tout ce qui se passe. Tout ça, en fait, il va falloir, pour survivre, réapprendre à le faire soi-même, à réécrire. Est-ce que ça relève pas une sorte de néo-puritanisme qui vaut un homme parfait, un homme hors sol, homme mécanique? L'homme parfait est une connerie. Voilà. C'est une connerie sans nom. Nul n'est parfait. Ça n'existe pas. Peut-être en psychiatrie, mais ça n'existe pas. Nous sommes tous imparfaits, de toute façon, et tout le temps. Le seul truc, c'est que on est vivant. Donc à partir du moment où on est vivant, faut bien vivre. L'un des trucs, c'est de pas aller dans la facilité. Vous voyez, il faut se battre. Faut se battre. Ça a à voir avec faire sa bouffe, faire du sport, rencontrer des gens, etc. Il n'y a pas pire que cette société de facilité où on croit que les relations, c'est Tinder et c'est les réseaux sociaux. C'est faux. Comme disait Valérie, le vent se lève, il faut tenter de vivre. Il faut tenter de vivre et chaque minute compte. Après, moi, j'ai mon combat, je suis contre l'âge.
Je trouve ça la plus grande Oui, oppression oui, vous dites dans capitaliste. vos chroniques que la vieillesse, c'est le nouveau rock'n'roll. Vous Ah citez ouais. cette vieille dame qui voulait absolument aller en Égypte. Eh bien, en Égypte, il y a quelques mois, j'ai vu des personnes âgées qui étaient dans un EHPAD qui ont fait le mur pour aller voir un concert de hard rock. Tu vois? Et en fait, Génial. sans le savoir, on nous a foutus dans des ghettos. Tu vois? On nous a mis dans des ghettos. Et c'est nul. Et c'est nul. La première chose qu'on demande quand vous rencontrez quelqu'un, c'est quel âge il a. Je pense que c'est la première oppression, en fait. Quand vous parlez à quelqu'un et qui vous dit bah, j'ai rencontré quelqu'un, je me suis mis en couple, quel âge il a. Voilà. Et alors, c'est ça qui est génial, parce que c'est jamais le bon âge. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, oui. Vous avez le même âge que la personne rencontrée, ça ne va pas. Elle est plus jeune, ça ne va pas du tout. Elle est plus vieille, ça ne va pas du tout. Voyez, c'est jamais le bon moment. Voyez, et l'âge c'est un truc d'une oppression en médecine. Première chose qu'on dit d'un malade, c'est un malade de 60 ans, et on conditionne en fait. Parce que d'un coup, si tu veux, on ne se pose plus la question de la priorité de la maladie. On se dit, il a 60 ans, bon voilà. Ah non, il a 60 ans, il a 3 fois rien, il faut le sauver, il est en pleine forme. Et c'est les mêmes à qui on dit qu'ils sont trop jeunes, à qui on dira qu'ils sont trop vieux. Trop jeune. Vous avez vu la fenêtre de tir pour vivre, comme elle se réduit parce que Entre 30 et 31 ans. Oui, c'est ça. En dessous de 30 ans, vous êtes trop jeune, donc machin, donc pas de travail. Au-dessus de 40, vous êtes un senior, trop vieux. Et les banques commencent à dire maintenant, au-dessus de 40, on prête plus. Mais c'est une oppression insensée, parce que ça veut dire que vous avez 10 ans, 120 mois, quand on ramène en mois, ça fait comme ça. 120 mois pour en fait faire quoi? Construire votre maison, vos enfants, etc. Donc c'est une société qui est oppressive. C'est pour ça que cette campagne présidentielle est casse-couille, en fait, parce qu'ils ne répondent absolument pas aux attentes de la nouvelle civilisation. Et il y a des expériences qui se font qui sont passionnantes. Notamment, il y a des maisons de retraite qui ont été jumelées avec des écoles maternelles, où en fait, les plus anciens, ils les mélangent, la cour de récréation. Ça donne d'excellents résultats. Les enfants progressent énormément et les plus âgés freinent leur déliquescence. Écoutez, Patrick Pelou, mille merci. Ah bah merci à vous. D'être venu. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont aidé à préparer l'émission. À très bientôt. Salut et fraternité.